Je le mets en écran, en grand écran. Voilà, donc comme je le disais, un grand merci en tout cas pour aux participants de l'organisation de ce séminaire. Et effectivement, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est issu de travaux, pas seulement du papier dont Céline vient de parler, mais de manière plus générale, ce papier qui a été publié en 2019 déjà, donc il y a 3 ans, en fait est une partie d'une étude plus globale qui a été menée de 2015 à 2021 financé donc en Belgique, financé par l'État fédéral, sur la question la question très large de l'inclusion numérique, des inégalités numériques. Et c'est vrai qu'il y avait plusieurs workshops, work package, pardon, dans cette grosse recherche qui était d'ailleurs qu'on menait en consortium avec d'autres universités belges. Et on sait, nous, l'Université catholique de Louvain, on s'est particulièrement intéressé à l'enjeu de l'inclusion numérique, mais non pas du côté des usagers et des usages et des usagers, mais bien s'interroger, et c'est ça l'objectif global donc de la présentation aujourd'hui, comme Céline l'a dit, c'est de s'interroger sur la place finalement qu'avait cette dimension inclusive dans le processus de numérisation de services qu'on a appelés d'intérêt général. Je définirai rapidement après ce qu'on entend intérêt général. Donc, plus particulièrement, l'idée était de se demander, mais ça je vous présenterai pas aujourd'hui, mais je recontextualise quand même, la place et la conception finalement de l'inclusion numérique pendant ce processus de digitalisation et donc avoir le point de vue de tous les participants de manière globale à ces processus de digitalisation dans différents, dans 3 études de cas, dans 3 organismes en réalité. Et donc, plus particulièrement, et c'est là-dessus que va se centrer ma présentation aujourd'hui, c'est la manière dont les usagers finaux, et en particulier les usagers considérés comme vulnérables, étaient pris en compte, étaient intégrés, étaient impliqués dans ce processus de numérisation de services. Et cette question-là, si elle est toujours importante, hein, elle est importante pour le développement de tout type de services, et on sait bien que les services marchands sont aussi très attentifs à intégrer en tout cas l'usager, peut-être pas l'usager vulnérable, mais à intégrer l'usager, le point de vue de l'usager, le user-centric method, évidemment, c'est fondamental, mais c'est d'autant plus fondamental de questionner cet aspect-là quand on est un service d'intérêt général, et donc qui a justement comme mission, là c'est la définition de service d'intérêt général, c'est un concept très large, hein, le service d'intérêt général, mais ici on l'entend dans une perspective large, une perspective fonctionnelle, qui en fait, c'est pas spécialement des services publics stricto sensu, mais sont des services qui peuvent être des services privés non marchands et même marchands, mais qui ont comme poursuite, ils poursuivent une mission d'intérêt général. Et donc, avec cette mission, ils doivent respecter certains principes, et les principes d'égalité, de continuité, d'adaptabilité, bien connus, hein, et donc liés à l'accessibilité et la neutralité. Et donc, c'est important, évidemment, pour ces services de développer des services numériques qui soient accessibles à tous sans discrimination. Ça, c'est ce qui les distingue d'autres types de services. Alors, en réalité, il y avait pas que 2 institutions qui faisaient partie des études de cas, mais 3 institutions. Et donc, la première institution, c'était un partenaire informatique d'une région ici en Belgique, parce que en Belgique, il y a c'est organisé très fortement autour de régions. Et donc, en fait, ça, c'était un fournisseur c'était un fournisseur de solutions informatiques pour les institutions locales et l'institution régionale en Belgique. Donc, ils développent tous des services numériques pour la région de Bruxelles-Capitale. Et là, on s'est particulièrement intéressé à la conception d'un guichet administratif en ligne. Et donc, ça, c'est un premier point. Et donc, la deuxième étude de cas a eu lieu dans une entreprise de transport public
aussi, et qui, du déploiement de leur nouveau site web, et lorsqu'on a fait l'enquête, ils étaient en train aussi de développer une application mobile, donc pour les usagers des transports publics, donc c'est à Bruxelles-Capitale. Et donc, une troisième étude de cas, c'était une mutualité de santé. Mutualité de santé, c'est un organisme d'assurance sociale. Vous en avez, je pense, aussi en France, mais aussi un mouvement social. Et là, on a fait l'étude de cas, c'est basé sur le développement de la nouvelle version de leur site web. Enfin, Perrine, si je peux me permettre, en fait, on est toujours sur le slide d'introduction. En fait, on n'est pas en format. Bon, excusez-moi, merci alors. Et là, quand je fais ça, vous voyez, il y a quelque chose qui change ici? Ouais, ça a changé. Bon, alors, si je mets là, je refais une dernière fois. Là, vous voyez que ça bouge ou pas? Non. Non. Bon, écoutez, alors, je ne vais pas le mettre en grand écran et on va faire, pourquoi peut-être que je ne l'ai pas mis en mode… Ouais, ça, c'est pas mal. C'était pas mal, là. Voilà. Donc, en fait, excusez-moi, alors, ça, vous avez vu ou pas? Alors, on t'a entendu, mais on ne l'a pas vu. Oui, voilà. Donc, j'expliquais les objectifs de l'étude, donc se focaliser, on est bien d'accord, sur la manière dont les usagers, en particulier les usagers vulnérables, étaient pris en compte. Ça, c'était l'objectif. Je présentais, en fait, voilà, qu'est-ce qu'était un service d'intérêt général, et je présentais aussi, mais alors du coup, je n'ai pas… Je suis un peu embêtée, mais voilà, je présentais nos 3 études de cas qui étaient ici, sur lesquelles on s'est basé. J'en étais là. Et donc, au niveau de la méthodologie, donc c'est vrai qu'on s'est basé sur une méthode d'études de cas multiples, comme on dit. En gros, cette étude de cas multiples, elle s'est surtout basée sur des interviews d'experts, des experts, des acteurs qui étaient enrôlés dans le projet de développement, de conception, de développement de ces services qu'on considérait, donc dont je viens de parler. Donc ça pouvait être tant, évidemment, c'était partie prenante assez large, donc c'était évidemment les équipes IT, développeurs, designers, les chefs de projet informatiques qui sont souvent spécialisés en méthode agile, mais c'était aussi les responsables de département de communication et marketing, les services à la clientèle, les responsabilités, les personnes qui travaillaient dans le département responsabilité sociale des entreprises, producteurs de contenu, et aussi des représentants internes des usagers. Donc, il y avait des référents usagers, notamment des référents accessibilité dans 2 de ces 3 organismes. Et donc, on les a aussi interviewés. Alors, on a fait ça en plusieurs phases. En fait, en 2019, on n'avait pas encore réalisé, quand j'ai écrit le papier, une deuxième salve d'entretien. Donc, en tout, on a en fait 34 entretiens. Et ce qui est important déjà à souligner, c'est qu'il y a 28 de ces 34 entretiens qui… en fait, ce sont des personnes qui font partie, évidemment, du service IT et du département marketing, ce qui montre évidemment déjà quels partenaires sont impliqués en premier lieu dans ce processus de numérisation de services publics, et évidemment une sous-représentation des femmes dans nos entretiens. Et donc, une limite, on n'a pas étudié une observation ethnographique de l'innovation qui est en train de se faire. On n'a pas eu l'occasion, parce que c'est toujours compliqué de rentrer dans les organismes comme ça, même d'intérêt général, ils ne nous donnent pas accès à tout. Mais finalement, c'est basé sur des discours donc d'acteurs, donc sur base de discours et d'interviews. Mais ça nous a permis, et c'est aussi intéressant, d'avoir collecté les représentations que les personnes qui développent ces services ont finalement de la place et de la conception aussi de l'inclusion numérique dans leur organisme. Et donc ça, c'est aussi finalement intéressant. Alors rapidement, un mot avant de passer aux résultats sur l'approche théorique. En fait, c'est une approche qui est à l'intersection des études sur les inégalités sociales numériques. On appelle généralement les études ou la recherche sur les fractures numériques. Ça a été fort à la mode. Au départ, j'ai beaucoup travaillé en tant que sociologue sur ces questions-là. Et donc qu'on vient croiser avec
les approches en sciences et technologies studies. Alors, ce sont des approches qui sont très larges, à l'intérieur desquelles il y a évidemment plusieurs écoles anglo-saxonnes, françaises. Je n'ai pas le temps évidemment de tout développer, mais l'idée en faisant rejoigner ces deux littératures qui n'ont généralement pas souvent l'occasion de dialoguer, l'idée était vraiment d'essayer d'analyser les inégalités ou l'inclusion numérique ou les inégalités liées à la diffusion des technologies par l'angle de la conception des services et pas seulement des usagers, parce que une grosse limite aux études qui sont basées sur les fractures numériques. Généralement, traditionnellement, l'entrée est basée sur les usages et les usagers. On analyse les différences d'accès, les différences de compétences, les différences d'usage, les différents bénéfices que les usagers tirent de leur utilisation des technologies. Mais ça, c'est vraiment l'entrée traditionnelle. Mais dans cette littérature-là, il n'y a pas beaucoup d'attention qui est portée finalement aux effets des dispositifs sociotechniques, des services en ligne, à ces effets-là, qui sont alors considérés non pas comme une boîte noire qu'on n'ouvrirait pas, mais bien comme une boîte noire qu'on ouvre et que ces dispositifs numériques sont finalement le résultat de représentations, de valeurs, de choix de personnes qui ont participé au processus de conception, et donc de réfléchir comment ce processus de conception et la manière dont il a été pensé structure aussi des usages différenciés et va même provoquer des inégalités, voire l'exclusion de certains usagers au moment de leurs usages. Donc, c'était pour ça qu'on fait appel au STS, donc Sciences et Technologies Studies, qui, elles, depuis longtemps, depuis les années 80-90, ont évidemment pensé le dispositif, les technologies d'abord, et puis les technologies numériques, non pas comme une boîte noire, mais c'est bien connu, c'est le grand leitmotiv de ces études, c'est bien d'ouvrir la boîte noire et d'essayer de comprendre ces technologies qu'ils voient comme une intrication évidemment étroite entre des dimensions sociales et des dimensions techniques. Et donc là, de ce point de vue-là, les technologies ne sont pas considérées comme un instrument neutre, mais bien une construction socio-technique très singulière, et donc c'est un assemblage finalement, il considère un assemblage d'éléments matériels, sociaux, symboliques, qui se cristallisent en relations sociales, en rapports sociaux, et ces rapports sociaux sont fixés dans la technologie, dans la configuration de la technologie. Mais à l'intérieur de cette littérature-là, de Sciences et Technologies Studies, on s'est beaucoup intéressé à la technologie comme objet de pouvoir, c'est-à-dire à la manière dont le résultat final d'un dispositif socio-technique singulier le résultat était en fait le fruit de rapports de pouvoir au niveau des acteurs de la conception. Mais on s'est moins intéressé, enfin en tout cas de manière minoritaire, à ce dont je voudrais m'intéresser aujourd'hui, à la manière dont ces technologies, telles qu'elles sont pensées, peuvent aussi être des vecteurs de pouvoir, ou en tout cas des vecteurs d'inégalité. Les études féministes l'ont un peu fait, de penser finalement les effets de cette construction des dispositifs sur la société. Et c'est bien l'idée aujourd'hui, c'est d'imaginer, de réfléchir à comment la manière dont ces dispositifs sont pensés pourrait avoir des aspects prescriptifs sur les usages et donc créer des inégalités dans les usages. Voilà au niveau de la théorie. Alors, il faut peut-être replacer quand même cette étude de cas dans un contexte plus large. On est bien, et ça, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, dans un contexte d'accélération de la transition numérique, surtout depuis évidemment la crise Covid, c'était déjà en germe, mais bon, ça s'est fortement accéléré, qui a créé vraiment un contexte de dépendance accrue aux technologies numériques. Et ce contexte de cette généralisation accrue de la transition est peu pensée, peu questionnée. C'est une norme sociale qui s'impose sans être vraiment questionnée collectivement, ou en tout cas ça reste questionné par un certain nombre restreint d'acteurs. Et donc on est au niveau des politiques européennes notamment, de la digitalisation des services publics en général, on est dans une logique, une politique de digital
par défaut, c'est-à-dire que le service numérique public les services doivent d'abord être délivrés sous format numérique. Ça, c'est donc par défaut. Et après, en second lieu, on pense aux alternatives pour celles et ceux qui ne pourraient pas, pour une raison ou une autre, accéder à ce service public numérique. Donc, et on a beaucoup retrouvé ça dans nos études de cas lors des entretiens, les services sont avant tout configurés pour des usagers des services qui sont considérés comme utilisateurs du numérique. Donc, l'usager par défaut est l'usager standard, il est un peu mobile, il est mobile, connecté. Et donc, c'est à partir de cette vision-là de l'usager standard qu'on pense les usagers les usagers qui seraient hors normes, du coup, en dehors des normes par rapport à ce point de référence-là. Et on est aussi dans une logique d'activation, vous parlez de responsabilité individuelle tout à l'heure, mais d'activation des citoyens usagers d'utiliser ces technologies. On n'est plus juste dans une forme d'incitation à l'usage. L'usage des technologies et en particulier des services publics numériques, c'est devenu un prérequis, c'est devenu une condition, on en a beaucoup parlé dans les médias et dans la recherche, on en parle beaucoup, pour accéder maintenant à ces droits et à des services sociaux. Donc, c'est devenu vraiment fondamental. Et il y a une logique très forte de responsabilité individuelle, un poids, une pression qui est mise sur l'usager final à s'adapter à cette évolution et peu finalement, on insiste beaucoup moins sur la responsabilité collective des acteurs de la conception. Et en particulier, si ces acteurs sont des organismes d'intérêt public, eh bien, à aussi faire attention de développer des services qui soient accessibles à tous les usagers. Et donc, ce contexte-là d'accélération numérique et de dépendance aux technologies, on a retrouvé dans le discours des personnes qu'on a interrogées, on a retrouvé vraiment une forte, ce qu'on appelle, suite à Pascal Robert, forte impensée numérique, un impensé technologique. En tout cas, et ça vient des perspectives déterministes en philosophie, mais comme toute autre technique avant les technologies numériques, c'est pas nouveau ça, mais on retrouve, c'est vraiment prégnant dans le discours des acteurs. La transition numérique et la digitalisation des services est vraiment perçue comme quelque chose d'inévitable. C'est un mouvement qu'on ne peut pas arrêter, sur lequel on n'a aucun contrôle et qui apporte d'office, qui est porteur de progrès. Et il y a une certaine confusion entre progrès technologique et progrès social, du coup, puisque le progrès technologique équivaut implicitement au progrès social. Et donc, cette idée-là qu'on ne questionne pas ce mouvement-là de numérisation, mais ça conduit à retirer du débat les questions politiques, puisque ça ne se questionne pas. Donc, cette démocratisation, cette numérisation n'est pas une question démocratique. Et donc, cette numérisation des services est perçue comme des questions techniques. Et donc, si ce sont des questions qui sont restreintes à des questions techniques, eh bien, effectivement, on n'a pas vraiment intérêt. Ça concerne un petit groupe restreint d'acteurs qui sont experts en la matière, et donc ça évacue les questions démocratiques autour de cette numérisation. Et donc, avec cette idée-là, on a vraiment retrouvé de manière prégnante dans les discours un compromis pour penser en fait autour de l'inclusion numérique, même pour ceux qui étaient plus attentifs aux usagers vulnérables. Il y a vraiment cette idée que l'amélioration grâce au digital, grâce à la numérisation, de facto, les services publics, le service va être amélioré. Le service va être plus efficient, plus efficace. On va offrir un service de meilleure qualité, même pour ceux qui ne l'utilisent pas, puisqu'on va désengorger les guichets qui resteraient ouverts pour les autres, pour ceux qui ne savent pas accéder au digital. Cela dit, on est bien aussi dans un mouvement de suppression des alternatives qui sont hors ligne. Bon. Mais ça, c'est aussi un sujet très, très compliqué à aborder. Et donc, il y a une autre idée, c'est grâce au digital, en fait, finalement, tous les usagers sont
automatiquement inclus, hein, parce qu'en fait, avec les technologies, avec l'intelligence artificielle notamment, on apporte la bonne information, on pousse l'information, la bonne information aux usagers. Donc, ça résout aussi le problème d'inégalité numérique, et en tout cas des usagers plus en fragilité dans l'usage des technologies, dans l'usage d'une information en ligne, puisqu'on va lui apporter d'office la bonne information et il ne devra plus la rechercher lui-même. Donc, il y a cette idée-là très forte aussi. Et de toute façon, à terme, la généralisation des technologies numériques est accompagnée d'une démocratisation. Naturellement, tout le monde va savoir l'utiliser, y accéder, c'est déjà le cas, l'utiliser pour pouvoir en tout cas bénéficier de toutes ces opportunités. Donc, il y a cette idée-là qui est très forte et qui va évidemment cadrer très très fort la manière dont les acteurs de la conception, pour en parler de manière large, conçoivent l'implication des usagers, en particulier des usagers vulnérables, dans ce processus de digitalisation. Alors, évidemment, quand on leur demande est-ce que c'est important d'impliquer les usagers dans le processus, ils nous ont tous dit oui, évidemment. Hein. Il y a une rhétorique autour de oui, il faut que l'usager soit impliqué. Alors, il y a différentes manières, mais quand on analyse les modalités d'implication, on voit quand même qu'il y a certains endroits où le bas blesse, hein, on va dire. Alors, il y a deux grandes méthodes de représentation, si vous voulez, des usagers. Madeleine Akrich, dans les années 90, avait déjà souligné ces méthodes-là. Une représentation indirecte, si vous voulez, des usagers. Et là, j'ai mis en fonction, en fait, des organismes une pratique qui est encore fortement utilisée, toujours dans les trois organismes, mais qui n'était utilisée qui n'était la seule méthode utilisée chez le partenaire informatique, c'est de considérer que ceux qui développent les services, les professionnels, l'équipe projet hein, de l'IT, l'équipe projet du service, représentent un peu par défaut les usagers. Et donc, leur idée, on leur dit, vous devez vous mettre la peau dans la peau d'un usager en général et la peau d'un usager débutant, et vous devez essayer d'imaginer quels problèmes il rencontrerait. Et donc, c'est vraiment eux qui sont, par défaut, les porte-parole des usagers. Mais bon, il y en a beaucoup, évidemment, qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs de savoir bien se mettre dans la peau d'un usager qui est en situation de handicap ou qui avait des problèmes de vue ou que sais-je. Mais voilà, c'est comme ça qu'ils sont représentés. Ils essayent d'imaginer les problèmes. Et là, évidemment, il y a cette idée que la digitalisation en soi, de toute façon, améliore l'efficacité du service, donc on ne réfléchit pas vraiment à représenter l'usager autrement, et ça c'était très prégnant dans la première entreprise. Dans l'entreprise de transport public, là, il y avait quand même une plus grande implication des usagers, en tout cas une manière plus réfléchie ou un peu plus nuancée de penser les usagers. Là, il y avait des représentants internes hein, des usagers. Il y avait un représentant accessibilité, hein, on l'appelait Monsieur Accessibilité et Monsieur Accessibilité numérique, qui était le porte-parole des usagers considérés notamment comme vulnérables. Mais là, il avait ce poste, mais évidemment, il nous l'a dit lui-même, il n'y avait pas de ressources ou peu de ressources pour faire son job, si vous voulez, et il n'intervenait de manière très ponctuelle et vraiment en toute fin du processus de design, et en plus, il n'était pas vraiment représentatif de la diversité des usagers. Il parlait surtout, il était surtout en lien avec les personnes qui avaient des problèmes, les aveugles, qui avaient des problèmes de vue. Et donc, il n'était pas dans une situation pour pouvoir représenter correctement la diversité d'usagers vulnérables, et il manquait cruellement de moyens. Ça, c'est sûr. Et donc, au sein de la mutualité de santé, là, disons que c'est là où l'implication des usagers vulnérables était la plus forte, si on dit, parce que de leur histoire, il y a une tradition donc quand même de dialogue avec les travailleurs de première ligne, donc dans les agences de proximité qui sont en train de fermer, cela dit. Et donc, on impliquait les agents de première ligne parce qu'on considère évidemment que ces agents de première ligne ont une expertise sur les usagers vulnérables qui leur demandent de l'aide ou guichet pour utiliser les services numériques. Et il y avait aussi une tradition de dialogue avec les associations d'usagers.
mais ça restait toujours très ponctuel. Les interventions de ces premières lignes et des associations sont encore ponctuelles et arrivent à la toute fin du processus pour tester un peu les modalités les modalités opératoires du service qui est déjà ficelé, du service numérique qui est relativement déjà ficelé. Donc, c'est vraiment des ajustements à la marge. Et évidemment, il y a des rapports de pouvoir assez forts entre les différents acteurs qui font que les représentants d'usagers, les premières lignes n'ont pas énormément de choses à dire finalement. Ça, c'était la représentation indirecte. Maintenant, au niveau de la représentation plus directe, on peut en distinguer deux grandes formes de représentation directe. Une participation volontaire, hein, la récolte des opinions des usagers très connues comme méthode. Ce sont des méthodes de marketing. Il y a toutes sortes de méthodes pour récolter le point de vue, l'avis des usagers. Et l'objectif, évidemment, et ça c'est beaucoup mis en place par les départements marketing et communication, l'objectif évidemment de ces enquêtes, c'est de pouvoir segmenter le public cible, comprendre vraiment au plus près des besoins du public. Et alors, sur base de toutes ces enquêtes, ils développaient des personas. Alors, si vous faites de l'innovation, si vous travaillez dans la recherche en innovation, vous connaissez sans doute les personas. Mais donc, ce sont des figures, des représentations fictives de futurs usagers, hein, en fonction desquels on va développer le service. Mais quand on voyait ces personas, et j'en ai vu d'autres depuis lors aussi, qui en dehors des organismes étudiés, c'est toujours des personas avec une vision très, très restrictive, très pauvre, voire stéréotypée des usagers vulnérables. Ça se limitait à l'époque, en 2019, quand j'ai écrit le papier, ça se limitait aux seniors et aux personnes porteuses de handicap. Maintenant, comme en Belgique, il y a énormément de lobbying, et enfin, positivement parlant, mais de lobbying des associations de personnes en situation d'illettrisme, qui ont des difficultés de lecture et d'écriture, qui c'est aussi un public cible, un public qui est très fragilisé face à la numérisation des services. Maintenant, dans les personas, ce profil-là arrive aussi, mais disons que ça reste quand même peu représentatif. Et un autre point vraiment important, c'est que donc c'est assez stéréotypé, et en plus, l'usager vulnérable est vu à partir il y a une vision négative de l'usager vulnérable. Il est toujours présenté comme manque de il n'est pas motivé, il est en manque de motivation, il est en manque de compétences. C'est basé vraiment sur des caractéristiques personnelles, et donc et non pas sur une volonté quelconque peut-être de ne pas vouloir utiliser les services pour d'autres raisons. C'est présenté vraiment, ils sont présentés comme des usagers avec un handicap. Donc, il y a une vision décliniste, si vous voulez, de l'usager hors norme qui est aussi assez forte. Et la deuxième méthode pour prendre en compte les usagers, c'est une participation plus par défaut. Hein, l'idée qui est fort connue aussi, c'est de passer au-delà de la voix de l'usager, de l'avis de l'usager, mais de saisir évidemment ses comportements en ligne. Et évidemment, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a plein d'outils qui permettent de capturer ces traces, hein, ces traces numériques. Et donc là, ça paraît évidemment plus valide qu'un avis, puisque là, on est au plus près des comportements des usagers. Donc, c'est fortement valorisé dans le discours des personnes qui développent les services. Mais comme je le mets dans le papier, c'est vrai qu'il y avait peu de conscience qu'en faisant comme ça, ils invisibilisaient finalement les usagers des services, mais qui étaient peu ou pas en ligne, puisqu'ils améliorent progressivement les services en fonction des comportements des usagers qui sont en ligne. Et ils adaptent les services en fonction de ça. Et donc, effectivement, les services, l'amélioration des services ne prend pas en compte les usagers qui ne sont pas en ligne. Voilà, donc on en arrive aux conclusions et perspectives. Donc, derrière une rhétorique sur l'importance de placer l'usager au centre du processus de digitalisation, d'autant plus forte que pour un service public ou un service d'intérêt général, on ne peut pas ne pas reconnaître cette importance-là.
il y a un double processus finalement de minorisation et d'anormalisation de l'usager ou des usagers vulnérables, des usagers qui sont considérés comme éloignés, comme on dit, éloignés des technologies numériques. Il y a un manque d'attention, finalement, un manque de connaissance de la diversité des mondes sociaux des usagers, donc, et une faible compréhension par rapport au phénomène d'appropriation des technologies numériques et des services numériques. Quand on parle d'appropriation, ça vient de la sociologie des usages notamment. Il y a une différence avec l'utilisation. L'appropriation prend aussi en compte le sens de l'usage d'un service, la valeur de l'usage d'un service et pas seulement l'utilisabilité du service. Et donc ça, ce n'est pas vraiment réfléchi. Enfin, en tout cas, ça ne faisait pas partie des réflexions. Et donc, il y a une représentation assez sommaire, comme je l'ai dit, des groupes d'usagers considérés comme vulnérables, même si maintenant, ça percole quand même progressivement, hein, ça, il faut reconnaître. Et donc, il y a un usager standard. Et ceux qui ne correspondent pas à la figure de l'usager connecté, mobile et connecté, sont vus de manière un peu négative, comme des personnes qui sont incompétentes ou déficientes. Enfin, on est toujours en termes de manque de quelque chose, hein, il y a cette idée-là. Et comme je le disais, bien évidemment, avec les pratiques basées sur la saisie des comportements en ligne, il y a toute une invisibilisation des usagers de ces services, mais qui ne sont pas utilisateurs des technologies numériques. Et donc, de manière générale, au moins de façon non volontaire, il y a une forme de déni de reconnaissance des pratiques culturelles, digitales, des pratiques numériques et donc plus largement culturelles de nombre d'usagers qui sont considérés comme hors normes, quoi, si vous voulez. Et un autre point qui était peut-être moins souligné dans le papier en 2019, c'est qu'aussi on se rend compte que dans les manières, les modalités d'intervention, d'implication des usagers, ce sont bien des collections d'usagers consommateurs. Donc c'est une implication individuelle, vous en parliez aussi tout à l'heure de la manière dont étaient pensés les risques, et non pas, on n'implique pas des collectifs d'usagers citoyens, mais bien on est bien sur l'ordre d'implication d'usagers consommateurs. Il y a un cadrage très fort du processus de participation, hein, de l'implication. Et donc, c'est vrai qu'on n'implique pas les usagers, encore moins les usagers minorisés, dans ce qu'on appelle la phase de problématisation, hein, d'une innovation qui vient en fait en amont du processus de conception proprement dite. C'est une phase justement qui permet de réfléchir aux besoins de chacun et quel type de besoin il y a et quelle innovation serait susceptible de répondre à ces besoins. Là, évidemment, les usagers ne sont pas impliqués dans cette phase-là. Ils sont plutôt impliqués de manière ponctuelle en aval du processus de conception proprement dite, où, en fait, leur intervention se limite à devoir se prononcer sur l'efficacité du service qui est déjà le prototype, qui est déjà donc relativement ficelé, mais comment améliorer ces modes opératoires. Et on ne les interroge absolument pas, on ne les questionne pas sur la pertinence de ce service, l'utilité sociale de leur point de vue d'un service en ligne pour accéder à ce service public-là. Donc, c'est aussi intéressant moi, c'est important de souligner cette différence sur quoi on les interroge et à quoi on les fait participer. Et donc, il y a un risque de développement de service général à deux vitesses. Je me rappelle d'une intervention d'un des acteurs qui nous avait dit mais ce n'est pas grave, on le questionnait du coup sur l'importance de l'inclusion numérique dans le développement des services, et il disait mais ce n'est pas grave, notre offre de service public, c'était pour le transport public, lui, notre offre de service public qui est le transport public est toujours elle est toujours présente. Les personnes qui ne sont pas connectées, qui n'ont pas de smartphone, ils pourront toujours se rendre à l'aubette du bus, hein, ou du métro, et ils verront bien si
ils verront à ce moment-là si leur bus ou leur transport a du retard. Et pour ceux qui sont connectés, eux, ils auront la chance d'avoir l'information en temps réel et donc ils pourront avoir le temps d'aller s'acheter un petit sandwich s'ils voient sur leur smartphone que leur bus a du retard. Donc voilà, il était dans un discours comme ça de services numériques à deux vitesses. Je voudrais terminer sur les perspectives du coup qu'on avait données dans nos recherches. Évidemment, il est important de développer, de penser la digitalisation des services, la numérisation des services comme un projet, surtout quand il s'agit de services d'intérêt public, comme un projet collectif qui est orienté vers le bien commun, en plaçant les citoyens et non pas seulement les consommateurs vraiment au centre du processus. Et donc, ça nous amène à insister, comme je le disais tout à l'heure, sur la responsabilité collective des acteurs numériques en général, mais plus encore s'ils sont des organismes qui fournissent des services d'intérêt général, pour penser la numérisation de services qui soit donc adaptée aux attentes des usagers et non pas l'inverse. Et donc, on a beaucoup prôné pour la promotion de inclusion by design practice, donc des pratiques inclusion by design. Bon, ça, c'est un grand mot, mais derrière ces pratiques-là, évidemment, il est important d'intégrer les usagers dès le départ du processus de conception et donc aussi de les associer à la réflexion sur quelles solutions à leurs besoins et pas seulement les faire intervenir en aval à la fin du processus où ils n'ont qu'une marge de manœuvre très limitée finalement sur une réflexion plus globale. Et donc, en respectant aussi, ça c'est une grosse problématique, le choix des usagers, puisque maintenant on est dans une imposition du format numérique avec le digital par défaut, où en France, vous vivez ça énormément, où on supprime toutes les alternatives hors ligne, et donc maintenir le choix pour les usagers est important. Et donc, il est important de reconnaître la diversité des situations de vulnérabilité et qui ne sont pas que sous la figure de l'incompétence. Les usagers vulnérables, les usagers éloignés des technologies numériques, ce ne sont pas seulement parce que ce sont des figures incompétentes, mais ce sont parfois aussi des figures de résistance. Bon, alors elles sont moins nombreuses, mais il y a de plus en plus de citoyens qui s'opposent à la numérisation des services parce que ça ne va pas dans le sens de la société qu'ils voudraient. Et donc ça, c'est tout à fait ignoré, cette dimension de résistance. Et donc, de manière générale, il est important, dans le contexte actuel, de penser sur la place respective, évidemment, des médiations humaines et techniques, surtout quand il s'agit d'institutions dont l'objectif est de développer des services d'intérêt général avec, évidemment, comme principe de ne discriminer personne. Voilà, je vous remercie. Merci.